Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour Madame Alvaï. Merci de nous recevoir et de faire un point général aujourd'hui sur la situation sanitaire du pays. Tout le plaisir est pour moi. C'est très gentil à vous. Alors Monsieur le Ministre, nous ne pouvons que commencer cette interview pour parler d'Omicron, la nouvelle vague. Nous sommes à la 4e semaine de cette nouvelle vague. À quoi s'attendre les prochains jours? Écoutez, d'abord je salue cette initiative d'aujourd'hui pour essayer d'apporter un éclairage aux citoyennes et citoyens marocains quant à l'évolution de la situation épidémiologique. Vous savez, comme le Maroc n'est pas une exception par rapport à ce qui se passe au niveau du monde, et donc on voyait venir dès le départ, ça fait bien longtemps qu'on parlait, bien sûr, depuis bien sûr l'accalmie qu'on avait constatée pendant les mois d'octobre et de novembre, on voyait venir bien sûr une autre vague parce que la situation épidémiologique évolue de manière cyclique comme ça. Et aujourd'hui, l'Omicron ne date pas bien sûr des derniers jours. L'Omicron, il date dans le monde, il circulait de bien longtemps, pratiquement à partir du mois d'avril. Ce n'est que maintenant qu'il a commencé à prendre place, et d'ailleurs ça a commencé en Afrique australe, notamment le Botswana et l'Afrique du Sud, où il a détrôné l'infection par le Delta pour occuper une large proportion, bien sûr, des contaminés. Chose qui a été constatée, puisqu'on ne fait que des constatations aujourd'hui. Chose qui a été constatée, c'est qu'il est plus rapide en termes de propagation, parce qu'il contamine une population en un temps très très court, mais il serait moins létal. Mais ce n'est pas un critère qui ne devrait pas nous inquiéter. Je pense que, étant donné que la contamination est tellement rapide, ça pourrait intéresser une frange de population qui est fragile, et en chiffres absolus, on risque d'avoir quand même une masse importante de malades qui seraient graves ou qui seraient bien sûr exposés quand même à un risque de mortalité. D'accord. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que Omicron domine au Maroc ou pas encore? Oui, je peux dire que l'Omicron est en train de progresser à vitesse grand V. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir les chiffres aujourd'hui. On est passé d'une centaine de cas aujourd'hui à 2000 et quelques cas et bientôt les 3000 et 4000. Donc, c'est une ascension fulgurante. C'est ce qui fait que le nombre de contaminés par Delta s'écrase au vu, bien sûr, des nombres contaminés Omicron. Donc, la transmission communautaire aujourd'hui au Maroc, elle est à 69% d'après les chiffres et l'étude que nous avions faites par l'Omicron. D'accord. Justement, vous avez dit que sa propagation est fulgurante et sa létalité serait moins importante. Au vu des derniers chiffres que l'on a, des chiffres marocains, depuis le 13 décembre à aujourd'hui, on a vu que le nombre de nouveaux cas a presque été multiplié par 8. Le nombre de nouvelles admissions en réanimation par 3 et le nombre de décès par 2. Il y a eu une augmentation bien évidemment, mais justement, est-ce que ces chiffres aujourd'hui pourraient se confirmer ou bien est-ce qu'il y a un décalage juste entre le temps, entre les nouveaux cas et l'augmentation proportionnelle par rapport aux nouvelles admissions en réanimation? Il y a toujours un décalage entre la contamination et la gravité et la mortalité. Généralement, c'est 3 semaines de plus. Donc, il va falloir attendre encore 3 semaines pour essayer de voir les choses de manière très claire. Mais, chose faite, même si la létalité en termes d'indicateurs de ratio, parce que vous rapportez le nombre de décès par rapport au nombre de contaminés, vous allez trouver quand même un taux très bas. Oui. Mais en chiffre absolu, on peut avoir quand même un chiffre qui est important, parce que quand il se propage de manière rapide, même si la majorité des cas sont bénins, mais on risque d'avoir quand même quelques cas graves. D'ailleurs, nous avons perdu hier une patiente qui était Omicron en réanimation. D'accord. D'accord. Justement, vous évoquez la réanimation. Est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui quelques données épidémiologiques et démographiques des personnes qui sont en réanimation? Alors, ce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, la majorité des malades qui sont en réanimation, c'est des gens qui ont des facteurs de risque ou au minimum, ils ont un âge qui est supérieur à 60 ans. D'accord. Alors, parmi ces gens-là, nous trouvons toujours des gens non vaccinés. Et nous trouvons des gens qui sont vaccinés. Et parmi les vaccinés, 80% sont des gens qui ont été vaccinés. Des 2 n'ont pas encore fait la D3 et au-delà des 6 mois. Ça veut dire qu'ils ont perdu le bénéfice de protection de la vaccination. Et si on prend le chiffre des non-vaccinés,
Par exemple, je peux vous citer le chiffre d'hier. On est à 150 malades en réanimation. Sur les 150, il y a 55 non vaccinés. Si vous les rapportez par rapport à la population non vaccinée au Maroc et qui est éligible à la vaccination et qui compte pour 3 800 000, vous allez trouver un taux important par rapport à ce que si vous la comparez avec les vaccinés sur la masse des vaccinés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le risque d'attraper une forme grave en n'étant pas vacciné est 6 fois plus important que si on est vacciné. Voilà. D'accord. Et justement, est-ce que, là encore, parlant des chiffres de réanimation, il y a une constatation que l'on a faite, c'est que même quand on a de nouvelles admissions en fort nombre, par exemple, on a une vingtaine, une trentaine, le nombre de personnes dans la réanimation, de lits occupés, reste presque stable. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens qui se remettent plus rapidement? Le séjour en réanimation, est-ce qu'il est plus court? Alors, ce que nous avions constaté aussi, c'est un constat, c'est que depuis le début de la pandémie, avec avec le corona classique et puis avec le variant alpha, la durée moyenne de séjour en réanimation était un peu longue. Et à chaque fois quand il y a un sous-variant, lorsque ces caractéristiques ont plus attrait à une forte propagation de transmission, il y a une virulence, une dangerosité qui s'atténue un peu. Et donc on a constaté, qui faiblit. On a constaté qu'avec le delta, la durée moyenne de séjour avait diminué par rapport à l'alpha. Et de même, ça va être de facto aussi avec le Omicron. La propagation elle est importante, mais la durée moyenne de séjour serait encore moins importante. Et pourquoi? Parce que premièrement, il y a d'abord une expertise qui est acquise. Le recul a fait qu'on sait bien soigner maintenant. On comprend la physiopathologie de l'Omicron, du coronavirus. Donc on connaît comment agir en amont. Tout au début, c'était quand même quelque chose d'énigmatique, c'était quelque chose de nouveau. On côtoyait la science, on voyait venir les choses, on a introduit de nouvelles thérapeutiques, à quel moment, etc. Maintenant, on connaît le protocole thérapeutique. On essaie quand même et on arrive à atténuer des effets néfastes de l'infection sur l'appareil respiratoire. Donc, en d'autres termes, on gère mieux la détresse respiratoire et on essaie de sortir rapidement de cette insuffisance respiratoire avec le protocole thérapeutique. Et donc la durée moyenne de séjour commence à être écourtée. Encore plus quand la transmission devient rapide et l'infection devient légère. C'est-à-dire qu'on voyait quand même des poumons atteints à 70%, 90%. Maintenant, on voit des poumons atteints à 15%, 20%. Donc on gère mieux. Et le malade séjourne moins longtemps. Et quand il séjourne moins longtemps, il est moins exposé aux infections nosocomiales. Donc on arrive plus à récupérer. Et même, il y a un autre constat, c'est que tout au début, on avait quand même un critère qui était péjoratif. C'est-à-dire que si le malade arrive au stade d'intubation-ventilation, c'est comme si c'était une situation de non-retour, irréversible. Aujourd'hui, on a récupéré pas mal de malades qui étaient en intubation-ventilation. Et donc, ce n'est pas de l'acharnement, mais par contre, c'est une évolution naturelle et qui dénote qu'il y a une meilleure compréhension de la maladie et il y a un meilleur protocole thérapeutique et une moindre virulence par rapport à avant. D'accord, c'est rassurant en tout cas, pour le moment. Alhamdoulilah, donc on évolue avec la science et puis bien sûr, même le virus aujourd'hui, il commence à s'amenuiser. Vous avez évoqué le protocole thérapeutique. Rapidement, on voit un peu dans le monde justement des médicaments anti-Covid qui sont en train d'être développés. Est-ce que le Maroc se positionne sur ce genre de médicaments? Est-ce qu'il y aura peut-être une révision du protocole thérapeutique ou pas? Alors, tout au début, grâce aux orientations de Sa Majesté l'Aïnsro, le Maroc a préconisé une gestion proactive et anticipative. On n'attendait pas venir les choses jusqu'à ce qu'on essaie de comprendre, etc. Parce que Sa Majesté a mis la santé du citoyen au centre d'intérêt, avant toute autre chose. Et donc, il va falloir anticiper pour essayer de positionner le Maroc, parce qu'on est dans la pandémie. Qui dit pandémie, dit des circonstances internationales, dit des limitations donc, de va-et-vient de la circulation.
dit rareté de la denrée et tout et tout. Donc il faut qu'on ait quand même cette anticipation pour essayer d'assurer quand même le médicament et la sécurité des médicaments aux citoyens marocains. Donc on avait assuré pas mal de choses avant. On est même parti jusqu'à la fabrication locale, les masques et tout. Vous rappelez de cette histoire, bien sûr. Tout ce qui est kit de laboratoire et tout. Ouais. Et par la suite, on est arrivé au vaccin. Le Maroc était bien positionné malgré l'iniquité qu'il y avait dans le monde. Le Maroc a pu se positionner parmi les meilleurs pays pour avoir le vaccin et vacciner quand même un taux de population qui est très important. Figurez-vous qu'aujourd'hui, le taux de couverture, si on le rapporte bien sûr par rapport à la population éligible, on est à 88%. Vous imaginez, la population vaccinable est de 28 millions et demi et nous avons vacciné 24 millions et demi. On est à 88% par rapport à D1 et on est à 80% par rapport à D2. Donc c'est un chiffre important. Bien sûr. Donc ça veut dire que le Maroc a pu quand même gérer sa pandémie, alhamdoulilah. Maintenant, même pour les médications, à chaque fois quand il y a un médicament qui est important, le Maroc anticipe. Parmi les protocoles thérapeutiques, vous savez très bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas un traitement médical dédié Covid. Il n'existe pas encore. On essaie de traiter soit par des anticorps monoclonaux qui agissent par rapport à l'immunité de l'individu, soit par des antiviraux qui ont fait déjà leurs preuves par le passé. Par exemple, la molécule qui est aujourd'hui, dont on parle souvent pratiquement à l'échelle mondiale, le molnupiravir. Le molnupiravir qui a été, bien sûr, qui a fait l'objet d'essais cliniques par Merck aux États-Unis et même dans d'autres pays parce qu'il existe sous forme générique. Le Maroc aussi s'est positionné pour en acquérir une quantité qui pourrait servir, bien sûr, dans le protocole thérapeutique ici au Maroc. Donc, le molnupiravir aujourd'hui a trouvé sa place en Grande-Bretagne. Il va être utilisé pratiquement dès le début des symptômes. Nous aussi, nous avons quand même une quantité qui est déjà rentrée au Maroc et qu'on va utiliser selon un protocole thérapeutique dédié pour lequel le comité scientifique va se réunir aujourd'hui et statuer sur à quel moment et quand est-ce qu'on ne doit pas l'utiliser. Parce que il ne faut pas l'utiliser chez la femme enceinte, il faut éviter bien sûr les enfants. Il y a des indications, il ne faut pas que ce soit donc une maladie trop prononcée. C'est tout au début des symptômes pour avoir l'effet bénéfique du molnupiravir. C'est très parfait. Très bien. Donc, on va passer à la phase de vaccination, la thématique de la vaccination. Justement, comme vous l'avez dit, le Maroc, dès le départ, a anticipé, s'est positionné et a réussi quand même à acquérir des vaccins et avancer rapidement dans sa campagne de vaccination. Et donc aujourd'hui, comme vous l'avez si bien dit, on a des taux de vaccination assez avancés. Est-ce qu'on peut avoir une idée aujourd'hui sur éventuellement en fait les provinces, villes qui sont encore un peu en retard ou bien les tranches d'âge où il y a encore un effort à vacciner? Alors, il n'y a pas beaucoup de disparité entre les différentes régions. C'est-à-dire que toutes les régions, si le Maroc a fait quand même un taux de couverture de 82%, ça veut dire qu'il y a un effort au niveau territorial, au niveau national. D'accord. Et donc, je remercie bien sûr toutes les parties prenantes et les gens qui ont contribué pour que les choses, pour que l'on puisse obtenir ces résultats-là. Certes, il y a certaines populations qui n'ont pas été touchées par la vaccination. On a fait quand même une petite analyse. Sur cette analyse-là, puisque la population éligible à la vaccination, elle compte pour 28 millions et demi. Sur les 28 millions et demi, on est sur 24 millions et demi. Il reste en 4 millions, moins de 4 millions maintenant, et on est en train de progresser. Vous pouvez remarquer que la vaccination D1 continue, oui. La D2 continue, et la D3 elle est en train d'être boostée. D'accord? Si vous voyez les chiffres quotidiennement, ça veut dire qu'il y a une population qui était hésitante et qui commence à venir se faire vacciner. Il y a une population qui est réticente quasiment et refuse de se faire vacciner. On essaie de la sensibiliser, de communiquer. Il y a des gens qui étaient bien sûr, qui n'ont pas été approchés, ils étaient loin. On a maintenant avec le mode mobile, on va chez ces gens-là pour les vacciner sur place. Et puis il y a des gens qui n'ont pas d'identifiant. On est en train de trouver quand même la meilleure manière pour les identifier parce qu'il faudrait avoir une carte nationale ou il faudrait avoir un numéro quelconque ou être ramidiste pour pouvoir bénéficier quand même de vaccins parce qu'il suffit, il va falloir introduire l'identité au niveau de la plateforme pour pouvoir vacciner la personne. Donc voilà, il y a des petits réglages techniques qu'on est en train de faire.
Mais bien sûr, on ne peut pas espérer 100% de vaccination parce qu'au fur et à mesure, il y a des gens qui peuvent présenter des complications, qui peuvent tomber malades, qui échappent bien sûr à la vaccination, c'est normal. Il y a d'autres qui ont des allergies. Donc voilà, mais il y a quand même un suivi continu par rapport à la vaccination et les résultats qui sont obtenus aujourd'hui sont très fort louables. Là où l'effort à faire aujourd'hui, c'est quand vous voyez en réanimation que la tranche de population de 60 à 80, parmi elles, il y en a encore des non-vaccinés et qui viennent en réanimation, ça c'est déplorable. On essaie de les sensibiliser davantage pour leur dire, écoutez, vous vous exposez à un risque énorme quand vous n'êtes pas vacciné et les choses sont là, sont très tangibles quant aux chiffres. Justement, on a aussi, durant le mois d'août dernier, entamé la vaccination des 12-17 ans. Où est-ce qu'on en est dans la vaccination de cette tranche d'âge, sachant que je pense que l'objectif, il était on avait atteint des taux assez élevés. Alors, parmi la tranche de 12-17 ans, nous avons deux catégories. Il y a les scolarisés et les non scolarisés. D'accord. Les scolarisés sont connus, ils ont leur code Massard identifié. On a vacciné une bonne population, on a des proportions très importantes. Les non scolarisés, on a du mal des fois à vacciner tout le monde parce qu'il y en a certains qui n'ont pas d'identifiant. On est en train de récupérer, de les intégrer soit via Massard, soit via une autre méthode pour pouvoir les vacciner. Il y en a encore 350 000 personnes qui sont en instance de vaccination par rapport à cette population des non scolarisés. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on pense à vacciner les 5-11 ans? Alors, par rapport à cette question, je pense que ça dépend du contexte de chaque pays. Chaque pays, il analyse bien sa situation épidémiologique. Et dans notre contexte marocain, on voit que la tranche d'âge de 5 à 11 ans a été infectée, mais pas en grande proportion. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons parmi cette tranche 34 décès depuis la pandémie. Et le comité scientifique a vu qu'il ne faudrait pas peut-être généraliser la vaccination pour cette tranche d'âge, mais par contre la laisser au libre jugement du médecin traitant et la recommander plus pour les enfants qui sont vulnérables et qui présentent un terrain fragile avec des maladies chroniques, immunodéprimées et tout. Ça, c'est des enfants qui pourraient qui pourraient faire l'objet quand même d'une protection ou d'une immunisation contre le Covid. Et ça, c'est le médecin traitant. Donc, à ce jour, à date d'aujourd'hui, vu le contexte marocain, on n'est pas dans ce schéma. Mais ça pourrait changer. Si on commence à voir dans les jours à venir une contamination importante et tout, des enfants avec une aggravation, une rentrée en réanimation, eh ben, je pense qu'il va falloir agir rapidement. Voilà, donc on est très très prudent là-dessus. On ne voudrait pas rapidement vacciner les enfants, sachant que les enfants aujourd'hui, ils reçoivent encore un programme d'immunisation. Il y a d'autres vaccins qui font l'objet bien sûr d'un programme chez les enfants. Et on évite qu'il y ait quand même un mélange de suite. Donc il y a une prudence là-dessus. Parfait. Pour clore le chapitre vaccination, est-ce qu'on peut avoir un point sur le stock, sur les contrats qui ont été passés par le Maroc, notamment un en particulier, celui pour acquérir AstraZeneca de chez Serum Institute of India. Est-ce qu'on peut avoir un point global sur le stock, les contrats, etc. par rapport à l'acquisition des vaccins? Alors, écoutez, le Maroc, grâce à la politique de Sa Majesté anticipative et la gestion proactive, a pu acquérir des quantités intéressantes de vaccins et de manière progressive jusqu'à ce qu'on ait eu quand même une quantité qui suffirait pour l'ensemble de la population marocaine, alhamdoulilah, que ce soit pour D1, D2 et même D3. Alors, effectivement, il fallait être dans un schéma agile, disons. Avec beaucoup d'agilité, il fallait agir et être en bonne position. Donc, on a eu quand même pas mal de négociations et pas mal d'accords avec certains partenaires pour avoir d'abord de la diversité de vaccins. C'est un élément qui est très important. Nous avons pu obtenir des contrats intéressants avec Sinopharm. Des contrats intéressants avec Sinopharm, ce n'est pas seulement un contrat, mais c'est un partenariat qui comporte aussi le transfert d'expertise technologique. Le premier essai vaccinal qu'on avait commencé au Maroc, c'est la première fois dans l'histoire du Maroc où on a commencé un essai vaccinal. Donc c'était très bénéfique pour les experts marocains.
Et il y avait bien sûr d'autres institutions, ou je dirais d'autres partenaires avec lesquels nous avons pu avoir quand même des accords, notamment au Serum Institute of India, parce que on a contracté pour 20 millions de doses. À un certain moment, ils avaient des difficultés, même à l'échelle nationale, et donc il y a eu quand même une certaine interruption, mais on a basculé sur un autre partenaire. C'est-à-dire qu'avec l'AstraZeneca, on a pu avoir de S2I 7 millions de doses. Les 13 millions ont été basculés vers un autre producteur d'AstraZeneca. Au jour d'aujourd'hui, on fait de la régulation des livraisons parce qu'on ne voudrait pas avoir toutes les quantités nécessaires stockées ici pour ne pas être dans le gaspillage. Donc, on essaie de faire comme d'être très rationnel par rapport à cela et en même temps, on se positionne par rapport à la production du vaccin au niveau local. D'ailleurs, devant Sa Majesté, il y a eu une signature de 3 conventions. C'est une grande symbolique par rapport à la souveraineté sanitaire au Maroc prochainement, la souveraineté médicamenteuse, mais aussi la souveraineté vaccinale. Le Maroc va commencer par étape. Bientôt, aujourd'hui, on est dans des lots de validation de Sinopharm. Bientôt, on sera donc dans le fill and finish. Et bien sûr, on va basculer dès cette année-là, peut-être juin, juillet et tout. On va passer bien sûr à la plateforme de fabrication des vaccins. On ne va pas se contenter seulement du vaccin Sinopharm au Covid, mais on va essayer d'être dans le portfolio des vaccins, dans plusieurs portfolios de vaccins qui sont nécessaires pour le Maroc et pourquoi pas pour le continent. Justement, vous avez anticipé ma question, mais justement la souveraineté sanitaire, disons, pour rester, en fait, il y a une souveraineté stratégique dans plusieurs domaines, mais on va parler du sanitaire et vous avez évoqué le vaccin qu'on attend tous. Donc, vous venez de dire que les premiers lots sont en train d'être validés. Donc, l'usine est en marche, disons. Alors, il s'agit d'un projet étatique et qui est fait en partenariat avec Sotema. Sotema qui a une expérience dans tout ce qui est seringue, tout ce qui est injectable et tout, comme d'autres partenaires. Mais il était question tout au début, bien sûr, on n'est pas exclusif sur Sotema. On pourrait bien sûr faire des partenaires avec d'autres industriels qui ont bien sûr les conditions requises pour avoir la vaccination, parce qu'il y a quand même des conditions, il y a un prérequis qui est nécessaire. C'est un projet de l'État qui est fait en partenariat et qui va commencer par cette étape de fill and finish. Donc, il y a un travail de concert entre les deux partenaires, tout ce qui est ligne de fabrication, de conditionnement et tout. On ramène le bulk, qui est le vrac, et à partir du vrac, on conditionne en fonction de ce que nous voulons utiliser. Nous allons utiliser soit le monodose, soit le monodose en seringue préfinie, pré-remplie, soit le multidose. Est-ce que c'est des flacons de 2 doses, de 3 doses, de 5 doses? Il y a tout un travail. Et chaque conditionnement nécessite une qualification, nécessite un contrôle de stabilité du produit, donc, et des validations. Est-ce qu'il n'y a pas de dysfonctionnement ou d'insuffisance quelque part? Le contrôle biologique aussi. Ça demande quand même beaucoup de... C'est un processus qui nécessite beaucoup de précision, mais nécessite aussi beaucoup de sécurité. La qualité a besoin toujours de beaucoup de sécurité. Et donc, on est dans cette étape-là. Au-delà de cette étape, il y aura une instauration, une construction d'une plateforme avec tout un écosystème pour la production du vaccin qui pourra déboucher aussi sur la recherche et développement. Parce qu'il faut être à même de fabriquer un vaccin à tout moment. Mais pardon, là on parle de 2 projets différents, de 2 phases différentes, mais qui sont simultanées. Je parle d'un seul projet. D'accord. Parce que c'est un processus. Le Maroc a préconisé, les orientations de Sa Majesté, c'est la souveraineté vaccinale, souveraineté médicamenteuse. C'est un processus qui commence d'abord par le fill and finish pour se terminer avec de la production et la recherche et développement. Aujourd'hui, c'est une étape qui nous a permis quand même de prendre beaucoup de leçons, être indépendant des autres. On a peiné quand même pour la vaccination, même si le Maroc a eu de la chance pour avoir certaines quantités de vaccins, d'autres pays n'ont pas eu cette chance.
il y a une inéquité de distribution. Vous savez, c'est pour cela l'Organisation mondiale de la santé n'ose même pas parler des recommandations pour 3e dose ou 4e dose, etc. Parce qu'il y en a certains pays qui n'ont même pas reçu encore leur première dose. Oui. Et donc, on n'est pas dans l'équité de distribution au moment où certains pays sont en train de faire des rappels à droite, à gauche, etc. Et donc, voilà. On ne peut pas accepter pour le citoyen marocain qu'il soit dans cette situation. C'est pour cela que Sa Majesté l'Insro a voulu que le Maroc tire les meilleures leçons, bien sûr, de ce qui se passe, avec tout ce qui a été comme rareté, denrées, etc. On se positionne. Et bien sûr, c'est l'avenir pour la santé. Aujourd'hui, la santé, quand même, va connaître beaucoup d'essor. Et ce n'est pas le cas du Maroc. Hein. Je dirais c'est la position de la santé à l'échelle mondiale. Tous les pays ont su aujourd'hui que c'est un maillon incontournable pour la sécurité, que ce soit social, économique des pays. Donc voilà. C'est clair. Justement, dans ce même ordre d'idées, vous avez récemment signé des conventions pour justement la fabrication de dispositifs médicaux. C'est dans la même continuité d'idées de souveraineté sanitaire, d'avoir le maximum d'éléments en fait qui composent ou qui rentrent dans l'écosystème sanitaire qui soient fabriqués au Maroc. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ces conventions? Ce que je peux dire, c'est très simple, c'est que le Maroc ne peut plus compter sur l'importation tout court, alors qu'il y a un potentiel important qui permettra bien sûr de répondre aux besoins du marché marocain et de répondre aux besoins du marché continental. Il y a une attente importante au niveau du continent. Et comme il y a un potentiel important, il y a un savoir-faire. Pourquoi ne pas bien sûr, je dirais, encourager cette initiative qui permettra de répondre à plusieurs aspects? Ne pas être dépendant, certes. Le Maroc a fait ses preuves pendant la Covid en fabriquant des kits PCR grâce à la société Maser. Il y a d'autres qui ont fabriqué les masques. Il y a d'autres qui ont commencé à fabriquer, bien sûr, les respirateurs. Ils sont accompagnés et ces respirateurs vont voir le jour incessamment. Il y a un potentiel énorme aujourd'hui dans pas mal. Il suffit de faire fédérer ces gens-là pour les orienter en fonction d'une cartographie de besoins. Et donc, avec l'accompagnement, si on travaille la main de la main, on peut éventuellement encourager la fabrication locale et donner la préférence aux produits locaux. C'est comme ça comment on peut... Avant, écoutez, même la seringue n'existait pas, n'est pas fabriquée au Maroc. À quoi bon avoir quand même le vaccin sans avoir la seringue? Si on a une pénurie mondiale de la seringue, on ne peut pas injecter le vaccin. Donc c'est un écosystème, c'est interdépendant. Oui. Et donc je pense qu'il va falloir tirer les meilleures leçons et les meilleures solutions qui doivent sortir de ça. C'est essentiellement l'encouragement de la production locale. Il y a eu cette occasion, cette cérémonie de signature pour essayer d'aller de l'avant et aller dans l'accompagnement. Dans le domaine des dispositifs médicaux, vous savez que pas mal d'implants, pas mal de prothèses sont fabriquées rien qu'avec l'imprimante 3D. Il suffit d'avoir le matériau. Et donc, on peut faire quand même des produits personnalisés. Et donc, il faut aller sur ce schéma-là. Et la médecine est en train de changer. C'est une médecine qui va devenir personnalisée. Et on a besoin de nos denrées, de nos dispositifs ici au Maroc. Je ne dois pas attendre à ce que je les importe, même s'il y a des prix préférentiels, mais je préfère avoir... bien sûr, le savoir-faire ici au Maroc, plutôt ramener juste le produit fini de l'étranger. Quand les frontières sont fermées, quand on est dans une situation de pandémie, vous êtes livré à vous-même. Oui. Donc, autant avoir nos compétences et nos solutions in situ. Donc, j'imagine que 2022, il y aura beaucoup d'annonces, beaucoup de projets dans ce sens. Inch'Allah, pourquoi pas? Parce qu'on cherche la souveraineté médicamenteuse et souveraineté sanitaire avec la sécurité sanitaire. Je pense que c'est la meilleure voie. Certes, il y aura toujours des partenariats parce que le domaine médical, le médicament est central dans le domaine médical. Et qui dit médicament dit matière première. On restera dépendant par rapport à la matière première, dépendant de la matière première par rapport à certains pays. On restera quand même des champs d'importation et d'autres qui sont fabriqués localement. Voilà. D'accord.